Très heureuse d'être ici parmi vous donc pour cette soirée sur les troubles du neurodéveloppement. Et donc avec moi, on va aborder pour cette première présentation le repérage, l'orientation et l'accompagnement des TND, donc axé plutôt sur les enfants et les adolescents. Je remercie également chaleureusement donc l'association Typique Atypique et la COSEN donc CPTS pour l'organisation de cette soirée. Je vais me présenter très rapidement puisque le temps est très serré, c'est très dense. Donc je suis neuropsychologue, c'est pas très connu, donc je me permets toujours d'expliquer un petit peu ce que c'est. La neuropsychologie, c'est la discipline scientifique de la psychologie qui étudie les fonctions cognitives, donc comme la mémoire, le langage, l'attention, la gestion du temps, la gestion des émotions, etc., en lien avec le fonctionnement du cerveau. Et donc le neuropsychologue, c'est un psychologue qui s'est spécialisé donc à l'issue des 3 années du tronc commun des étudiants en psychologie, donc dans un des masters, dont la neuropsychologie. Il y a d'autres disciplines, psychologie du travail, psychologie sociale, etc. Me concernant ensuite, donc je travaille en libéral. Avant, j'avais travaillé en milieu hospitalier et depuis 2014. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à accompagner des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement et des troubles psychiques également. Et en 2024, donc j'ai ouvert mon centre Cohésion, donc qui est aussi un cabinet libéral et où d'autres collègues m'ont rejointe, notamment pour l'accompagnement des troubles du neurodéveloppement et des troubles psychiques. Donc actuellement, on est 7 psychologues et une orthophoniste. Voilà, et aussi un autre aspect, un autre objectif de ce centre, c'est aussi de contribuer à la sensibilisation sur les TND et les troubles psychiques. Alors, au niveau donc du plan, donc je rappellerai rapidement donc ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Ensuite, je vous ferai part donc des signes d'alerte pour faciliter le repérage donc des troubles du neurodéveloppement. Donc a priori, il y a beaucoup de professionnels de santé, mais il y avait aussi certaines personnes, personnels de l'enseignement et des crèches, je ne sais pas si elles sont là. Normalement, les exemples que je donne devraient aussi leur parler. On va ensuite aborder les fonctions cognitives qui sont impliquées dans les troubles du neurodéveloppement. Alors rapidement, hein, évidemment. L'intérêt du bilan neuropsychologique. On va sauter le 5 parce que sinon ça va faire trop. On parlera donc des conséquences d'un repérage tardif concernant les TND. Et ensuite, donc, de façon très synthétique, je vais aborder le parcours du patient puisque ça va être repris en détail donc, dans la deuxième présentation. Alors, donc, les troubles du neurodéveloppement se caractérisent par le fait que ce sont des troubles neurologiques donc, qui sont liés au développement cérébral, c'est-à-dire qui n'ont pas été acquis par une lésion cérébrale particulière comme pour un AVC ou un traumatisme crânien. Ils sont présents depuis le démarrage. Les causes de ces troubles sont essentiellement génétiques, donc soit des mutations génétiques acquises donc, au cours du développement intra-utérin, ou donc transmises par les parents, puisqu'il y a certains de ces troubles qui sont très fortement héréditaires, et aussi donc une autre cause, c'est tout ce qui est périnatalité, donc soit au cours du développement intra-utérin, mais aussi si jamais il y a une naissance, un accouchement long et difficile, que le fœtus a manqué d'oxygène, une hypoglycémie sévère par exemple du nouveau-né, un petit poids, et aussi donc, une prématurité. Plus elle est sévère et plus il y a de probabilité malheureusement de développer des troubles cognitifs avant l'âge de 12 ans. Et enfin, la norme dans ces TND, c'est qu'en clinique, nous n'avons quasiment jamais un seul TND, on en a toujours plusieurs. Voilà, c'est ce que j'explique aux patients, qu'il ne faut pas s'affoler si il y en a plusieurs, c'est une normalité. Peut-être pas en population générale, mais en tout cas en clinique, c'est le cas. Voilà.
Alors juste bref rappel, voilà des troubles du neurodéveloppement qu'on va revoir en détail pour le repérage. Donc le TDAH, les tics, syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles 10, troubles du spectre autistique, donc TSA, le TDI, trouble du développement intellectuel. Et j'ai rajouté le top, trouble positionnel avec provocation, qui n'est pas un trouble du neurodéveloppement, mais qui est souvent une conséquence ou qui est très souvent associé et qui est un frein très important en fait pour la prise en charge des patients. Donc c'est pour ça que je pense que c'est essentiel aussi de l'aborder. Alors ensuite, donc ces troubles vont être très variables. Donc déjà en termes de sévérité, donc ils vont de la simple gêne au handicap sévère. Leur impact va varier en fonction bien entendu du type de trouble, de la sévérité, du nombre de troubles associés. Donc soit entre TND, soit avec d'autres types de troubles, donc par exemple des troubles psychiques comme bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, etc. Ou encore des troubles plus neurologiques comme l'épilepsie. On va avoir pas mal de troubles du sommeil, syndrome d'apnée du sommeil aussi, qui est fortement associé à des troubles cognitifs. L'impact va aussi dépendre d'un diagnostic précis et clair, des aménagements qui vont être mis en place et des prises en charge thérapeutiques ciblées. Alors pourquoi il est essentiel de repérer de façon précoce les troubles du neurodéveloppement? Donc il va y avoir plusieurs domaines possibles. Donc par exemple de prévenir l'échec et l'exclusion scolaire, puisque dans les TND, en fonction du degré de sévérité, bien entendu, donc on peut avoir des décrochages scolaires. Et ça va être pareil chez les adultes, si jamais ils n'ont pas été diagnostiqués, c'est souvent qu'on va avoir des difficultés de maintien de poste ou de burn-out aussi à répétition. Le fait de repérer précocement et de prendre en charge le plus tôt possible les TND va permettre de réduire la souffrance psychologique. Donc la souffrance psychologique, elle ne concerne pas forcément le patient, parce que le patient, en fonction de son âge et de son degré d'insight, c'est-à-dire sa conscience de ses propres troubles et de l'impact qu'ils ont sur l'environnement, ne va pas forcément souffrir. Ça arrive, qu'il y a bien sûr très souvent qu'il souffre, et c'est pas toujours le cas. C'est aussi beaucoup l'entourage. Il faut savoir que ce type de trouble a un impact considérable pour l'entourage, donc les parents, mais également les enseignants et tout type de soignants, c'est-à-dire si on doit prendre en charge un patient qui n'est pas du tout diagnostiqué et qu'on ne sait pas ce qu'il a et on n'est pas outillé, ça peut générer aussi beaucoup d'inconfort et beaucoup de souffrance. Ensuite, donc ce repérage précoce va permettre d'orienter donc plus rapidement vers les bons dispositifs et de mettre en place un accompagnement adapté sans perdre de temps. Alors, on va aborder maintenant la partie sur les signes d'alerte. Donc, on va commencer par les signes d'alerte globaux qui vont concerner tous les TND. Et après, on va revenir un par un. Donc, je précise que j'ai fait mes diapos pour des professionnels de santé, comme si vous receviez un patient en consultation. Ce qui doit vraiment alerter, donc ça va être par exemple un décalage qui est développemental, qui est durable. En général, on va toujours avoir cette notion de durabilité en fait. Par rapport au père, on va avoir une hétérogénéité marquée entre les domaines, c'est-à-dire c'est des patients qui peuvent être très forts dans un domaine et avoir des fragilités très importantes dans d'autres. On va observer, ou alors ça va être rapporté par la famille, les proches ou l'école, des difficultés d'adaptation qu'on va observer dans différents contextes. Donc on a souvent des troubles du comportement avec des difficultés de régulation émotionnelle. On a souvent une suspicion aussi de difficultés attentionnelles, c'est-à-dire on va voir un patient qui va décrocher très vite ou qui a des problèmes d'organisation, ou aussi chez les parents qui sont désorganisés, qui arrivent par exemple en retard en séance. Et donc, bien entendu, avec ces troubles, on va avoir un impact fonctionnel qui est dans différents domaines de la vie, qui va être plus ou moins important selon le degré de sévérité.
Alors pour démarrer sur les signes d'alerte, donc on va prendre le TDAH, donc trouble de l'attention, donc avec ou sans hyperactivité. Donc ce trouble est caractérisé par plusieurs types de symptômes. La partie qu'on appelle inattentive, mais qui ne porte pas très bien son nom, puisque en fait c'est plutôt une difficulté de régulation de l'attention. Donc soit un patient qui a du mal à maintenir sa concentration, soit au contraire qui va être trop concentré, donc en hyperfocus, et donc qui va par exemple oublier de faire ce qui était prévu après. Dans la partie inattentive, on va aussi mettre la partie exécutive. Donc on va avoir souvent ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif. Donc c'est très simple, hein, le terme dysexécutif, c'est comme dyslexie, difficulté de lecture, dysexécutif, difficulté de mise en exécution d'une action. Donc dans ce type donc de difficulté, on va voir souvent des patients qui ont du mal avec la gestion du temps, qui sont désorganisés, qui ont une mauvaise planification, c'est-à-dire qui ont du mal à prioriser, qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième. Deuxième type de symptôme, ça va être l'hyperactivité. Donc il y a 3 types d'hyperactivité. Donc l'hyperactivité motrice, donc c'est pas du tout celle qui est véhiculée par les médias où on voit des enfants qui sautent partout. En général, ça va plutôt être un enfant qui a des mouvements excessifs des pieds et des mains. Donc elle est beaucoup plus visible chez les petits enfants. Et ensuite, entre 8 et 12 ans, elle va s'internaliser. Et quand elle persiste, ça va plutôt être des adultes qui arrivent à tenir, mais qui vont ressentir une nervosité quand il faut rester assis longtemps. On va avoir l'hyperactivité verbale, donc qui n'arrête pas de parler, et l'hyperactivité mentale ou cognitive, donc dont se plaignent plus les grands ados ou les adultes, c'est-à-dire les idées qui défilent en permanence dans la tête, ce qui est en général très fatigant pour les patients. Et ensuite, on va avoir comme 3e type de symptôme l'impulsivité, donc c'est-à-dire qui se précipite sur une tâche avant de réfléchir aux conséquences. Donc là, on va avoir des personnes qui vont souvent couper la parole, ou alors qui vous mettent la pression en séance parce qu'ils veulent aller vite, alors qu'il y a un certain temps d'attente. Donc tout ça, ça va être de l'impulsivité. Évidemment, il y a un retentissement dans la vie de tous les jours. Pour distinguer donc ce qui n'est qu'un simple oubli ou une simple difficulté attentionnelle par rapport au TDAH, on peut tous avoir des petits soucis attentionnels des fois, eh bien ça va être la fréquence. Dans le TDAH, c'est fréquent. Et donc enfin, il y a 3 types de TDAH. Il y a la forme inattentive, la forme hyperactive, impulsive, donc forme comportementale, et la forme mixte qui est la plus fréquente en clinique, où on va avoir les 3 types de symptômes. Alors ensuite, on va aborder donc le TSA, trouble du spectre autistique. Donc ce trouble, il a plusieurs caractéristiques, mais notamment une grande hétérogénéité des symptômes donc entre les patients. Donc il va se caractériser essentiellement par des difficultés d'interaction sociale, donc c'est ces 2 points là qui comprennent ces 2 points là à peu près. Donc ça peut être très variable, donc par exemple un enfant qui est plutôt isolé, qui va pas spécialement vers les autres, jusqu'à des personnes au contraire qui ont très envie de s'intégrer à un groupe mais qui n'ont pas les codes sociaux et qui vont souvent se faire rejeter, avoir des conflits avec les autres ou se faire harceler. Notamment on va avoir des difficultés de pragmatique. Pragmatique, donc c'est la capacité à adapter son discours à son interlocuteur, ce qui va souvent poser des problèmes en consultation parce que ça va être des patients qui vont être difficiles à comprendre. Par exemple, ils vont utiliser un pronom personnel comme ça sans avoir précisé le contexte. Souvent, on n'a pas le contexte temporel. Il va falloir donc redemander pour essayer de s'y retrouver. On va aussi avoir des intérêts spécifiques et restreints, c'est-à-dire donc des activités que le patient peut faire pendant des heures. Donc il y en a certaines qui peuvent être adaptées socialement, donc faire de la musique pendant des heures, faire du dessin pendant des heures, ou alors des gens qui vont faire de la physique ou de la psychologie pendant des heures. Donc voilà, les patients qui ont réussi à s'orienter dans leur centre d'intérêt, donc ça va bien marcher au niveau professionnel dans ce cadre-là. Et sinon, moins adapté,
donc par exemple qui va prendre tous ses doudous alors que c'est un grand ado, ou alors dessiner tous ses doudous, ou alors s'arrêter devant tous les panneaux publicitaires ou parler pendant des heures d'un sujet qui ennuie donc son entourage, mais il ne va pas s'en rendre compte. Et on va avoir les particularités sensorielles aussi, donc en hyper ou en hyposensibilité. Donc par exemple qui craint la lumière, donc hypersensibilité à la lumière, ou au contraire qui a besoin de beaucoup de lumière, donc hyposensibilité, qui n'aime pas du tout qu'on le touche, donc hyper sensible à la tactilité, ou alors qui est très tactile. Il y a aussi beaucoup de problèmes pour l'hyperacousie, donc la sensibilité au son. Et dans le TSA, on va avoir une dysrégulation émotionnelle. On peut l'avoir aussi dans le TDAH, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette, mais en général, elle est moins intense. Cette dysrégulation émotionnelle, c'est le fait de ressentir trop fortement les émotions, que ce soit positif, enfin que les émotions soient positives ou négatives. Et donc dans le TSA, donc ça peut aller jusqu'à des crises de meltdown, donc débordement, quand il y a une saturation sociale, une saturation sensorielle ou trop d'imprévus, et qui sont suivies ensuite par des phases de shutdown, donc où le patient va avoir besoin de se retrouver tout seul, isolé d'une façon plus ou moins longue, ça va dépendre des patients. Ensuite, on va avoir les troubles 10. Donc, on a plusieurs types de troubles 10. Donc, par exemple, la dysphasie, trouble du langage oral. Donc, en consultation, on va le voir parce on peut avoir du mal à comprendre le patient. Il peut y avoir des erreurs de prononciation dans certains mots, dans la construction des phrases. On va devoir répéter des fois, puisque la compréhension peut être limitée également. On va avoir les troubles du langage écrit, donc qui comprennent la dyslexie et la dysorthographie. Donc là, on va avoir différents types. C'est une lecture lente ou alors pas mal d'erreurs de lecture, des difficultés de compréhension du langage écrit, avec des erreurs persistantes, c'est ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui est trouble de la coordination gestuelle, donc qu'on appelle aussi trouble développemental de la coordination ou dyspraxie, donc qui se caractérise en général par une maladresse gestuelle. On va avoir la dysgraphie, où on observe une mauvaise tenue du crayon, avec des difficultés de soin en écriture ou alors une lenteur, des douleurs au poignet. On va avoir la dyscalculie, donc qui comprend les difficultés d'apprentissage en mathématiques. Donc ça va donc des difficultés en calcul jusqu'aux difficultés de la logico-mathématique. Et bien entendu, donc il y a un impact encore une fois donc dans l'apprentissage, avec en général des besoins d'adaptation, sauf si le trouble est suffisamment léger. Et en général, là, on va avoir des patients qui compensent en travaillant plus que la moyenne des personnes du même âge. Alors ensuite, donc on va avoir les tics et le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc on a deux types de tics. Voilà, donc c'est des mouvements donc involontaires des gestes involontaires. Ça se traduit déjà par un inconfort. Enfin, le patient se plaint donc d'un inconfort, d'une gêne. Il va essayer de lutter pour ne pas faire les tics. Donc il y a des tics moteurs, des tics vocaux. En général, ils vont apparaître dans l'enfance, et quand il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui se substitue. Donc ça va fluctuer dans le temps. Donc pour que ça soit les tics persistants ou le syndrome de Gilles de la Tourette, il faut que ça ait persisté depuis au moins 1 an. Après, on peut avoir des tics temporaires également. Et il y a une variabilité effectivement en fonction des situations où les patients vont rapporter des situations où ils vont avoir plus de tics et d'autres où ils vont en avoir moins. Et pour que ce soit le syndrome de Gilles de la Tourette, donc il faut qu'il y ait eu plusieurs tics moteurs et au moins un tic vocal, pas forcément en même temps, mais il faut qu'il y ait eu au moins un tic vocal également. L'impact fonctionnel ou social peut être plus ou moins important en fonction du degré de sévérité. Donc si ça se voit beaucoup, ça peut entraîner de la part des camarades des moqueries et une souffrance aussi, une gêne du patient. Le trouble du développement intellectuel,
il se caractérise par des difficultés cognitives globales et donc des difficultés d'apprentissage général. Qui va nécessiter de répéter fréquemment une leçon, par exemple. Ensuite, donc on va avoir des difficultés scolaires majeures et persistantes. L'autonomie souvent est diminuée et on a un impact fonctionnel qui est en général assez important et qui va entraîner un retard global dans les apprentissages. C'est fini ? Non, c'est... non, pas du tout. Ah, pardon. Non, pas de souci. Alors, voici le trouble oppositionnel avec provocation, donc le TOP. Donc, je vous rappelle, c'est pas un trouble du neurodéveloppement, mais bien fréquemment, c'est une conséquence d'un de ces troubles, ou alors c'est un trouble associé. Et donc, on le repère parce que c'est des patients qui sont très sensibles à l'injustice. On va voir les parents qui essayent de rester calmes et à chaque fois qu'ils sont dans la discussion avec l'enfant, il va discuter les règles, ce qui va entraîner donc beaucoup de conflits, de tensions intrafamiliales, des conflits avec l'école, la hiérarchie. Et donc ce trouble-là, tout comme les TND, peut tout à fait persister à l'âge adulte, donc ce qui va entraîner des conflits avec la hiérarchie. Et donc, que ce soit les enfants ou les adultes, une grande difficulté pour la prise en charge si le trouble est très prononcé. Donc, des fois, il faut commencer par une thérapie du TOP avant de pouvoir proposer des méthodes ensuite pour aller mieux. Sinon, on va avoir des patients qui s'opposent. Alors qu'en fait, ils viennent parce qu'ils sont en demande. Les 3 points essentiels à retenir donc pour les professionnels, c'est que ce sont des troubles qui présentent une grande hétérogénéité, donc que ce soit inter-individuel pour un même diagnostic ou intra-individuel, c'est-à-dire avec des forces et des faiblesses importantes, et on va avoir donc des troubles associés. Il s'agit en général de troubles de la dysrégulation, que ce soit une dysrégulation cognitive, émotionnelle et ou sensorielle. Et enfin, on a un retentissement durable, plus ou moins sévère, en fonction de l'intensité des troubles, dans différents contextes. Alors, les fonctions cognitives qui sont fréquemment impliquées donc, dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, fréquemment, on va avoir l'attention. Donc, c'est pas que dans le TDAH, en fait, qu'elle est altérée. En fait, l'attention, on va le retrouver très, très fréquemment dans le TSA, qui est vraiment très fréquemment associé au TDAH. On peut le voir aussi dans le syndrome de Gilles de la Tourette, dans les troubles 10 également. Donc, voilà, il y a plusieurs formes d'attention. Donc le maintien de l'attention, l'attention sélective, c'est-à-dire il faut se focaliser sur la bonne information, donc sur ce que je dis et pas se laisser distraire par exemple sur ses pensées, quand est-ce que je vais pouvoir manger, ou alors sur le bruit ou les mouvements autour. Les fonctions exécutives. Donc différents types de fonctions exécutives. En général, quand il y a des problèmes de gestion du temps, c'est qu'il y a une altération des fonctions exécutives. Donc on va parler de syndrome dysexécutif. La flexibilité mentale, donc c'est l'adaptation à une nouvelle situation, gérer l'imprévu par exemple. La mémoire, donc c'est la capacité à enregistrer d'une façon correcte une information, la maintenir et ensuite être capable de la restituer. Donc on va avoir plusieurs formes de mémoire. La mémoire à court terme, donc la mémoire de travail. Donc, par exemple, pour retenir à court terme des consignes, ou se dire je vais d'abord faire ça, ça, ça et ça sans passer par l'écrit. Et puis après on a tout oublié. Donc c'est notre mémoire de travail qui nous fait défaut. Et il y a plusieurs formes de mémoire à long terme. Il y a la mémoire sémantique, c'est-à-dire la connaissance culturelle, la connaissance des faits en général, et la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des épisodes. Donc, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, ou alors qu'est-ce qui m'est arrivé en classe de CE1. Donc, elle peut être très ancienne. On parle de mémoire autobiographique. Le langage qui peut être impliqué en fonction des TND, donc langage oral, le langage écrit, la compréhension et la pragmatique.
Comme je vous expliquais, la capacité à adapter son discours à son interlocuteur pour qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de lui dire. La régulation émotionnelle, donc capacité à gérer sa frustration et à résister au stress de l'environnement. Et enfin, la cognition sociale, donc on va retrouver notamment donc dans l'autisme, donc en gros qui permet de comprendre les liens sociaux. Alors ensuite, pourquoi avoir recours à un bilan, une évaluation neuropsychologique et quel est l'intérêt et à quel moment? Donc son intérêt va permettre donc d'objectiver les ressources cognitives du patient avec ses forces et ses faiblesses et donc pour aussi permettre de dépasser l'observation clinique seule. Donc il va également permettre d'affiner l'orientation diagnostique, voir si jamais il y a des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés. Par exemple, le test de QI il sert à ça, notamment à voir s'il y a des troubles du langage oral, de la logique, des contrôles moteurs fins, par exemple dysgraphie, dyspraxie, des troubles de la mémoire à court terme. Ce n'est pas juste pour diagnostiquer un HPI, je vous rassure. Mais voilà, ça a beaucoup d'autres intérêts. Et donc ensuite, donc c'est ce profil en fait des forces et des faiblesses va permettre aussi de discuter sur la mise en place du méthylphénidate ou des autres types de traitements, par exemple dans le TDAH. Ça permet en fait d'avoir une idée de l'impact fonctionnel, c'est-à-dire de l'intensité en fait des troubles et de leurs conséquences dans l'environnement. Donc, si on s'aperçoit, par exemple, qu'on a une attention, enfin, différentes formes d'attention très déficitaires, ça va permettre aussi de pas hésiter, je pense, à mettre, enfin, je suis pas médecin, mais globalement, c'est des parents qui hésitent de leur dire, peut-être c'est une chance pour votre enfant s'il peut bénéficier du méthylphénidate, parce que sinon, il va vraiment avoir du mal à rentrer dans les apprentissages. Alors que si c'est léger, ça va pouvoir davantage se discuter. Il permet aussi d'orienter les accompagnements, donc que ce soit scolaire, le soin, les accompagnements thérapeutiques, adaptés en fonction du profil cognitif du patient. Donc ça sert notamment quand on sait que tel patient il a telle force ou il a telle difficulté, eh bien on va pouvoir peut-être adapter son discours ou mieux le comprendre, pourquoi il a voulu dire ça, ou je vais lui donner tel exercice et pas un autre exercice. Et donc pour adresser, c'est dès qu'on a une suspicion de troubles cognitifs, donc il faut notamment attentionnel et exécutif et de la mémoire, donc il ne faut pas hésiter à envoyer donc chez une neuropsychologue. Ça ne doit pas être en dernier recours. Voilà, et donc après il sert, c'est un outil parmi d'autres aussi pour assurer un suivi et une réévaluation et ajuster les thérapies quand nécessaire. Oui, super. Une question par rapport à l'âge, on peut adresser dès quel âge chez vous? Il faut attendre un petit moment, par exemple 1 an, enfin 1 ou 2 ans si on veut faire quelque chose. Alors en théorie, c'est à partir de la WPPSI4 qui commence à 2 ans et demi, c'est quand même assez restreint. Il n'y a pas beaucoup de collègues qui font les enfants en dessous de 6 ans. On est quand même une majorité à faire à partir de 6 ans. Du CP quoi. Ouais, c'est ça. Une grande section de maternelle. Oui, ok. Voilà. Okay. Puisqu'ils vont avoir 6 ans, il y en a qui ont 6 ans dans la deuxième partie. Et si on détecte un peu avant quand même des gros troubles, est-ce qu'on laisserait plutôt le CAMS ou des choses comme ça? Oui, ça peut être le CAMS ou alors une neuropsychologue qui fait en dessous de 6 ans, il y en a certainement. Ouais. Alors, je vais passer, puisqu'on va pas avoir le temps. Voilà, donc ensuite on va aborder les risques d'un repérage et d'une orientation tardif. On l'a plus ou moins évoqué, ça permet un petit peu de synthétiser. Il suffit de voir un adulte qui vient vous consulter, qui n'a jamais été diagnostiqué et donc ce qui lui est arrivé. Donc en général, on va avoir des burn-out répétitifs, des difficultés de maintien de poste. Donc pour les enfants, ça va être des aggravations possibles de difficultés scolaires, des décrochages possibles plus fréquents, avec une démotivation, des échecs répétés.
une perte de chance, bien entendu, pour accéder à des soins et à des aménagements adaptés. Une souffrance psychologique accrue, donc à la fois pour le patient, mais également son entourage, et les personnes qui sont amenées donc à évoluer avec le patient. Des troubles du comportement secondaire, une errance diagnostique avec des parcours donc fragmentés. Donc c'est fréquent qu'on va recevoir des patients, c'était le parcours du combattant avant de trouver ce qu'on avait, et on va avoir comme ça, j'essaye de voir un peu la chronologie de ce que le patient a déjà essayé. Souvent, pendant combien de séances vous êtes resté? 2-3 séances. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé, en fait c'était pas adapté, ou alors aussi des fois parce qu'il a une impulsivité. Et que, en fait, si on connaît pas, on va pas pouvoir accompagner le patient pour lui parler de l'impulsivité et de l'encourager à persister, à passer le cap, en fait, pour les séances également. Et enfin, on va avoir pas mal de patients aussi, notamment plutôt à l'âge adulte, qui vont avoir mis en place donc des mécanismes de compensation. Donc comme la surcompensation du camouflage, le problème c'est que ça va être très énergivore, ce qui peut mener aussi à un stress chronique, des dépressions, de l'anxiété et des burn-out également. Alors ensuite, pour le panorama synthétique donc des parcours possibles, c'est la dernière. Il y a juste une diapo de conclusion, puis après c'est fini. Le patient devrait être repéré donc dès les premiers signes d'alerte, donc dans différents contextes, il peut être repéré donc par des professionnels de santé. Par l'école, la famille, également les amis. Ensuite, l'idéal, ça serait qu'il soit orienté donc vers un médecin. Donc, dans le cadre des TND, ça va être le médecin traitant, les pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres. Et ensuite qui vont pouvoir donc adresser pour des évaluations spécialisées, donc en fonction des besoins et des caractéristiques du patient. Donc on va avoir différents types de bilans possibles. Donc je vous ai parlé du bilan neuropsychologique, mais donc pour avoir le profil cognitif du patient, on peut aussi envoyer chez l'orthophoniste s'il y a des difficultés de langage. L'ergothérapeute dès qu'il y a des difficultés de dysgraphie, dyspraxie, psychomotricienne quand on va avoir un patient qui est souvent avachi sur son siège, qui a des difficultés à se tenir droit, orthoptiste dès qu'il y a des mouvements de tête, par exemple quand on lui fait des tests, ou alors qu'il est happé par le visuel. Donc ça veut dire souvent il y a des problèmes au niveau du mouvement des yeux, ce qui va être très fatigant aussi pour le patient sans qu'il en ait conscience bien souvent. Des bilans psychologiques également. Donc à partir d'ici, on peut donc passer soit par le libéral, soit par des dispositifs territoriaux qui vont être repris plus en détail donc dans la deuxième présentation, qui comprennent entre autres des PCO, CRTLA, CMP, CAMS ou des plateformes spécialisées. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que bien souvent, moi, quand je reçois des patients, j'ai plus des patients enfants ou ados, ou même adultes, je vais avoir plus de patients qui sont plutôt soit même orientés par eux-mêmes ou par la famille ou les amis ou par l'école. J'en ai aussi qui sont orientés par des médecins, mais souvent c'est plutôt comme ça. Et après, bien entendu, je vais orienter vers d'autres professionnels et dont les médecins. Ensuite, donc suite aux évaluations spécialisées, donc et aux profils cognitifs et aux diagnostics qui ont été mis en place, donc on va pouvoir démarrer les accompagnements, donc que ce soit par le libéral ou les dispositifs territoriaux. Donc donc c'est des différents types d'accompagnement, donc du traitement médicamenteux, les aménagements scolaires, la guidance parentale, le suivi avec le patient lorsque cela est possible. Sachant que donc en neuropsychologie ou dans d'autres domaines, souvent on va travailler sur des difficultés cognitives ou des comportements inadaptés. Donc il faut que le patient soit en âge et être motivé aussi, et donc avoir un insight suffisamment développé, c'est-à-dire avoir conscience et être dans l'acceptation de ces difficultés également. Donc c'est pour ça que souvent on va plutôt avoir dans les TND au début on va plutôt avoir recours à la guidance parentale, parce que bien souvent les patients ne sont pas réceptifs au début aux thérapies ciblées. Et ensuite ce parcours permet aussi, ce qui est essentiel, une coordination entre les différents professionnels, puisque c'est une prise en charge pluridisciplinaire.
Ce sont des troubles du neurodéveloppement, donc c'est complexe. Donc on a chacune ou chacun nos spécialités. Et donc c'est quasiment pas possible de suivre tout seul un patient qui a un TND. C'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de la Santé, hein, un suivi pluridisciplinaire avec des réévaluations aussi dans le temps pour réajuster et voir comment le patient évolue. Donc pareil, soit par le libéral, soit par des dispositifs territoriaux. Et voilà, et je conclus. Donc, les TND nécessitent un repérage précoce, une évaluation ciblée pour mieux comprendre le profil cognitif et permettre une orientation adaptée et des parcours cohérents. Et donc, que tout le monde puisse avoir des objectifs communs donc pour favoriser l'autonomie et la qualité de vie du patient. Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas trop dépassé.